Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Ça y est, la fin de saison approche, enfin, on pourrait même dire l'OGC Nice est déjà en vacances. On espérerait l'être également après le match auquel on a assisté hier à la Méno, défaite 2-0 de l'OGC Nice face au RC Strasbourg. Malheureusement, il restera encore 3 matchs à débriefer. On espère sur une ambiance un peu plus positive et puis dans un climat un peu moins délétère autour du club, puisqu'on va en parler bien entendu, les rumeurs liées au changement d'entraîneur, les rumeurs liées au rachat de Manchester United. Il y a plein de choses à dire sur le l'OGC Nice, assez peu de positifs, même si on va essayer malgré tout de trouver quelque chose d'intéressant à dire sur cette rencontre. Sans trop de surprise, il y a Bedreddine Bonani qui a joué. Je pense que ça va se concentrer surtout là-dessus pour ce qu'on pourra dire de positif. Mais bon, vous savez, on est de toute façon toujours au rendez-vous. On va faire notre petite thérapie, notre petite catharsis tous ensemble, histoire que ça aille mieux, qu'on évacue ça, qu'on essaie de profiter un peu de ce dimanche, puisqu'on enregistre dimanche matin dégueulasse, un petit tour à la fête des Mets, et puis après reprendre une courte semaine dans un mood un peu plus positif. Ils sont avec moi aujourd'hui, mes compagnons d'infortune. C'est Jérémy. Salut Jérémy, j'espère que ça va, même si je me fais pas trop d'illusions. Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, je reviens pour une défaite. Donc j'avais pas fait les 2 dernières émissions, c'était 2 victoires, dommage. C'est toi le Mais bon, Mistigris en fait cette saison. ouais. On va réfléchir Bah, à ta prolongation de contrat. j'enchaîne Bâle, Clermont, Strasbourg. C'est pas mal comme enchaînement. Mais bon, Et il on est va, toujours là. Bravo, voilà, franchement. on essaye de. Voilà, on est là, on va essayer de débriefer tout ça. Enfin, il y a peu de choses à débriefer, mais on va essayer. Tous les héros ne portent pas de cap, mais nous avons Jérémy dans dans cette émission. Il est également avec nous aujourd'hui, nous fait l'amitié d'être là, c'est Bertigno. Salut Bertigno, comment vas-tu? Salut Sky, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, hein, mais encore une défaite à analyser. Donc on a connu mieux quand même, comme ambiance au club et comme ambiance tout court. Mais bon, on va faire les choses professionnellement. Encore une défaite. On va essayer de faire les choses professionnellement, comme tu le dis. C'est pas le cas de tout le monde à l'OGC Nice, de toute façon. Mais bon, surtout un climat vraiment pourri autour du club. On en parlera dans la deuxième partie d'émission. Et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, parce qu'à la limite, une défaite, ça fait longtemps qu'on a perdu tout espoir pour cette saison, même si, comme le disait Jérémy, une série de 2 victoires qui nous avait un peu redonné d'intérêt pour ces ultimes journées de la saison 2022-2023. Là, il faudra se contenter d'espérer d'accrocher le top 10. Alors comme on vous le disait, on enregistre cette émission dimanche matin. Pour l'instant, l'OGC Nice est 8e en attendant les résultats de Lorient, de Lorient, pardon, Reims a déjà joué, et de Clermont, excusez-moi. Donc on devrait pouvoir rester dans le top 10, mais reste à savoir combien de temps avec un calendrier encore un peu velu sur la suite de la saison, parce que l'OGC Nice recevra Toulouse et Lyon et se déplacera à Montpellier, des équipes qui sont dans de bien meilleures dynamiques que nous. Mais on n'y est pas encore pour l'instant, c'est Strasbourg, défaite 2-0, un match qui avait été quasiment tué dès le début, but d'Habib Diallo au bout de 40 secondes de jeu, un penalty ensuite transformé par le même Diallo à l'heure de jeu, auteur de son 20e but cette saison, quand même pas n'importe quel joueur. On aide encore des anciens de la maison niçoise, on pense à Maxime Lemarchand en défense centrale et puis à Frédéric Antonetti sur le banc dans leur mission vers le maintien, pendant que nous de notre côté on compte un peu nos dents et les mois de désespoir que l'on aura vécu ces dernières années. Alors, on va faire peut-être un peu express sur cette rencontre, messieurs, une composition d'équipe globalement titulaire, on va dire, dans les joueurs qui étaient disponibles. Aaron Ramsey notamment qui était blessé, et du coup c'est Pablo Rosario qui s'est retrouvé au milieu de terrain, mais Bardante, Todibo Lontomba, Thuram Boudaoui, Rosario Laborde, Mofi, Buonani, c'est de toute façon ce qu'on espérait et ce qu'on attendait avec l'entrée après de Youssef Attal et de Sofiane Diop en fin de rencontre. On va pas revenir sur les choix de Didier Dillard, parce que là, il y en avait pas vraiment. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, messieurs. L'OGC Nice a tout simplement été très en dessous de son rang et de son ambition globalement cette saison, comme souvent, malheureusement. Mais là, on a très clairement vu une équipe qui n'avait pas grand-chose à foutre d'être là, même si Gaëtan Laborde disait au micro d'Amazon Prime que on avait bien préparé le match, qu'on était motivé. Mais voilà, l'OGC Nice était clairement en claquette face à une équipe qui joue sa survie et qui, même si elle n'a pas forcément été meilleure techniquement, elle n'a pas forcément dominé le match, on voulait tout simplement plus. Ouais, un match comme tant d'autres cette saison où on joue sans aucune créativité et en plus on n'est pas costaud défensivement. Donc
Ça donne encore une fois un match très pauvre, avec quand même vraiment peu d'occasions. Je pense que les seules situations qu'on a eues, que j'ai en tête, c'est la tête de Dante en fin de match sur corner. Et sinon, les quelques tentatives de Badreddine Buonanni, qui a été le seul qui a essayé d'apporter quelque chose dans le jeu. Le reste de l'équipe, dès qu'il fallait jouer vers l'avant, c'était extrêmement compliqué. On faisait que passer à chaque fois par l'arrière parce qu'on n'avait pas de solution. Et ça, de toute façon, ça fait des mois, des années, j'ai l'impression que ça dure. On joue tout le temps de la même manière, on n'a pas de solution. Les joueurs à chaque fois n'ont pas de solution, savent pas jouer ensemble. Donc ça continue. Donc voilà un match malheureusement où en plus on rentre pas dans le match. On fait une erreur défensive énorme dès le début. Donc ça nous met pas dans les bonnes conditions. On sait en plus que Strasbourg est sur une bonne dynamique, que Strasbourg a déjà marqué tôt à Reims, donc ils commencent fort leur match. Et on rentre, on trottine tranquillement. Tout va bien de toute façon. On n'a plus rien à jouer, donc voilà. Hein, moi j'ai l'impression que c'est ça. Donc là on trottine tranquillement, on fait rien. Et le reste du match, il y a un petit sursaut de 5 minutes en seconde mi-temps, les 5 premières minutes, mais ça dure pas parce que de toute façon l'équipe nous a déjà montré qu'elle a pas la mentalité de toute façon pour faire plus. Ils ont pas de mental. Donc déjà ça c'est la base. Si t'as pas le mental, tu peux rien faire après. Il y a que deux trois joueurs qui tentent de faire des choses. Il y a toujours Dante qui est là, Melvin Barr, on peut le critiquer, mais en attendant, il est toujours là, il essaie de faire ce qu'il peut. Et après devant, voilà, il y avait Buonanni hein, qui essaie de faire des choses, c'est le seul devant qui a tenté. Et au milieu, de toute façon, on a eu le changement tactique, je crois, vers la 20e minute où Rosario est passé en défense à 3 pour que Lotomba et Barr puissent monter un peu plus haut. Donc en fait, on avait que Boudaoui qui essaie de faire ce qu'il peut, mais bon, ça fait quelques matchs qu'il est un peu seul au milieu de terrain, je trouve. Et après, bon, Thuram est sorti rapidement et c'est Belayan qui l'a remplacé. Bon, au moins, on va dire que le point positif, c'est que Buonanni et Belayan aient du temps de jeu hier, mais voilà, sinon honnêtement, il n'y a aucun point positif et c'est un match encore une fois qu'on peut oublier, qu'on peut jeter parce qu'on n'a rien fait et ça nous a pas servi quoi. Donc voilà, match très décevant. Pertigno, hein, comme on le disait en préambule et comme le rappelait Jérémy, bon, la grosse satisfaction forcément c'est Badreddine Buonanni et ça fait plusieurs matchs qu'on le dit et de toute façon je pense que unanimement dans notre communauté on avait envie de le voir davantage et dans un rôle de titulaire sur cette fin de saison sans grand enjeu sportif histoire de préparer la saison suivante. L'entrée du petit Belayan également qui a été assez intéressante. Alors je ne sais pas si c'est le changement tactique quelques minutes auparavant ou son entrée à la place de Khéphren Thuram, mais j'ai quand même l'impression que ça ressemblait un peu plus à quelque chose une fois qu'il était sur le terrain. On sait que Khéphren Thuram, un joueur qu'on adore tous ici, mais qui en est à 46-48 matchs, il les a tous fait cette saison. Voilà, en ajoutant l'équipe de France, forcément les jambes et la tête commencent un peu à tirer, je pense. Mais un niveau de jeu finalement très pauvre. On reviendra peut-être sur le premier but strasbourgeois et parler de Dante, de Jean-Claire Todibo à cette occasion, mais on a vu trop peu de choses, trop peu de joueurs à leur niveau, et au final, comme le disait Dillard au micro d'Amazon Prime après la rencontre, c'est pas normal qu'en fait les deux joueurs qui te tirent vers le haut, ce soient deux gamins de 18 ans. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est les deux seuls qui prennent l'initiative et d'aller de l'avant, de tenter quelque chose, de prendre un peu des risques dans leur portée de balle et dans leur passe. C'est Buonanni et Belayan, deux gamins de 18 ans, et pour le reste, c'est très insuffisant. Il y a trop peu de mouvement, trop peu d'envie. Dans les duels, on s'est fait totalement manger. Sur les seconds ballons, on n'était pas présent non plus. Donc, il n'y a pas de secret, hein, tu peux avoir tout le talent que tu veux, mais si dans tes matchs de foot, tu mets pas le minimum d'envie et d'impact, c'est voué à l'échec. Donc, voilà, il y a trop peu de joueurs qui étaient au niveau, et c'est quand même assez parlant quand tu que deux joueurs qui ont 18 ans et ce sont eux qui mènent l'équipe vers l'avant. Parlons quelques instants peut-être du premier but d'Habib Diallo, hein, dès la 40e seconde de jeu, on le rappelle. Un magnifique non-alignement, hein, si je me souviens bien de l'action, j'ai regardé 14 fois en replay du coup, pour savoir qui était un peu fautif. Dante fait l'alignement avec Melvin Barr sur sa gauche, Todibo le fait avec Jordan Lotomba sur la droite, ça donne une charnière centrale et une défense coupée en deux, et du coup, Habib Diallo profite de cet intervalle créé pour être couvert et ne pas être hors jeu. Et après, voilà, c'est un buteur accompli de notre championnat, hein, 19e et 20e but de la saison, encore une fois. Je crois que c'est 41 buts en 100 matchs avec Strasbourg, hein, c'était sa 100e hier, donc bon, un joueur quand même malgré tout intéressant, l'instinct du buteur, et on a senti qu'il lui a pas fallu deux occasions pour
pour profiter du laxisme de notre défense qui malgré tout ou en tout cas était au coup d'envoi la deuxième défense du championnat. Hein. Il faut quand même rappeler que malgré une performance assez désastreuse hier, ça reste la plus grosse satisfaction de notre saison. Voilà, comment expliquer, bon, je pense qu'on a déjà longuement parlé dans nos précédentes émissions et puis sur nos comptes Twitter respectifs, mais comment expliquer un peu cette déliquescence de la charnière centrale. On sent qu'en plus de la baisse de régime, peut-être logique de Jean-Claire Todibo, il y a également aussi une complémentarité qui se fait de plus en plus compliquée, alors que on a retrouvé une certaine stabilité au niveau des latéraux. On ne peut plus arguer que en fait la défense change toujours de forme. Là, on est quand même globalement sur ce qui est censé être la défense titulaire et celle qu'on a le plus vue ces dernières saisons. Bah écoute, ouais, comme tu le disais, pour moi, c'est surtout le. Il y a plusieurs choses. Jean-Claire Todibo, depuis quand même un certain moment. Enfin, ça fait certains matchs que ça va plus du tout. Hein. Bon, là, on avait commencé à en parler et pour tout ce qui nous a sauvés ces dernières saisons, je lui en veux pas, mais là, ça commence à être un peu long. Ça méforme, je trouve, pour un joueur de son talent. Alors, il fait pas des matchs mauvais à chaque fois, hein, mais c'est quand même largement en dessous de ce qu'il faisait avant, Sachant que c'est depuis peut-être ses derniers son. matchs à l'OGC Nice, ce serait quand même Ouais, dommage en plus, de ouais. gâcher la fin de l'histoire. Si départ il y Mais, avait cet été, bien sûr. mais je trouve que notamment dans les duels, alors il les perd pas tous, mais avant c'était quasiment du 100%. Il était très proactif, on va dire, sur les duels. Il remportait tous ses duels, il était dans l'anticipation. Là, je le trouve extrêmement passif de temps en temps sur les duels. Il attend. Même sur le premier but, c'est pas que de sa faute, mais il rejoint Diallo. Diallo fait un très bon contrôle, mais Todibo, enfin, il fait quoi sur l'action en fait? Il reste à distance et puis en fait, bon, il essaie de contrer le tir, mais tout est fait de manière très pas lente, mais on dirait sans conviction en fait. Et je le trouve un peu plus en dedans sur ce genre d'action justement, où avant il était beaucoup plus dans l'activité, il était moins passif. Donc voilà, il y a de ça. Après, je trouve que Jordan Lotomba aussi, bon là il revient de blessure, mais c'est quand même moins bon qu'il y a Ah, c'est plus qu'à un fou, certain c'est temps, sûr. voilà. Et même défensivement, hier je l'ai trouvé quand même vraiment en difficulté aussi. Même sur le penalty, il fait quand même une faute. Au début, je pensais qu'en fait c'était Strasbourgeois qui l'avait poussé dans le dos au début de l'action, mais en fait pas du tout. Il se fait passer devant et en plus il fait faute. Donc je le trouve un peu emprunté aussi. Bon, il revient de blessure, hein, comme je l'ai dit, donc ça peut expliquer, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et après, bon, bah, Dante et Barre, enfin Dante il fait ce qu'il peut, mais il est un peu moins impérial, c'est sûr, mais je trouve quand même qu'il a toujours un bon niveau. Et Barre, honnêtement, par contre, c'est peut-être celui que j'ai moins le critiqué cette fois parce que je trouve que les derniers matchs, honnêtement, défensivement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Alors, on sait qu'offensivement, c'est pas Marcello, hein, mais au moins défensivement, il tient le coup. Et je trouve que vraiment, depuis quelques matchs, il y a quand même de la constance. Et hier, je l'ai pas trouvé en difficulté, par contre. Donc, bon, voilà, c'est juste que tout le monde est vraiment moins à son niveau, je trouve, ou moins au niveau. Des dernières semaines ou des derniers mois. Donc bah, petit à petit, ça fait ces petits détails qui amènent à des buts encaissés. Donc bon, c'est dommage. Bertignon, on sait que Jean-Claire Todibo a quand même, il est toujours candidat d'ailleurs au titre d'Aiglon de la saison. Hein. Je vous rappelle que l'OGC Nice a ouvert les votes hier ou avant-hier sur son site officiel pour que vous puissiez voter. Hein. Je pense que ça va se taper de toute façon entre lui et Gaëtan Laborde. Hein. Je serais surpris que ce soit un autre joueur qui remporte ce trophée. Mais Jean-Claire Todibo qu'on a connu incisif, dur sur l'homme en étant toujours propre. On sait aussi que quand l'anticipation ne suffisait pas, il ne lésinait pas dans les courses pour revenir sur son vis-à-vis. Il y avait cette époque où il remportait 100% de ses duels en début de saison. Jérémy a peut-être trouvé le mot, ou en tout cas on tourne autour du bon terme, mais on sent une certaine passivité, peut-être même une certaine nonchalance. En tout cas, on sent qu'il subit davantage les actions qu'il n'en est maître, comme il a pu l'être ces derniers mois et ces dernières années à l'OGC Nice. Ouais, mais c'est un peu ça, mais j'ai l'impression qu'il fait preuve de nervosité ou de lassitude. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais dans son attitude, on le sent emprunté, quoi. On retrouve pas le Todibo impérial et fort sur les duels, comme disait Jérémy. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. L'attitude est un petit peu différente. Alors, bon, je sais pas ce qu'il y a derrière. Nous, à notre niveau, on ne le sait pas non plus.
Mais oui, c'est vrai qu'il est beaucoup moins influent sur notre jeu défensif et de toute façon, ça se ressent, sur le match, d'hier. On avait quand même l'impression que sur chaque offensive de Strasbourg, on n'était pas du tout serein. Mmh. On était, à chaque fois sur un fil, sur plusieurs occasions, comme tu disais dans ton tweet hier où, à la mi-temps, tu disais que le 1-0 c'était pas cher payé. Mmh. C'est vrai qu'à la mi-temps, tu peux avoir 2-3-0, ça n'aurait choqué personne. Donc ouais, une fragilité défensive, mais je pense que plus qu'un problème physique ou de talent, c'est au niveau mental il y a quelque chose qui a lâché, quoi. Je sais pas si c'est de la motivation qui est partie ou autre, mais il y a quelque chose qui manque. La saison commence à être longue hein, pour Jean-Claire Todibo également. On disait que Fred Thuram avait joué tous les matchs. Jean-Claire Todibo n'en est pas très loin. Il y a eu cette sélection en équipe de France. Il y a l'affaire Galtier, il y a le rachat de Manchester United. Et ça, on y viendra dans la deuxième partie de l'émission. Mais on sent, c'est vrai que les esprits commencent à être tout aussi lourds, si ce n'est plus, que les jambes pour les joueurs de l'OGC Nice dans une fin de saison, encore une fois, hein, qui en plus n'a plus vraiment d'enjeux sportifs. En tout cas, pas d'enjeu collectif. On sait que Jean-Claire Todibo, lui, est suivi par les plus grands clubs d'Europe et notamment en Angleterre, à voir ce qui lancera de son avenir s'il y a une nouvelle saison à l'OGC Nice ou si, à partir de 40, 45, 50 millions, il pourrait y avoir discussion pour un départ vers d'autres cieux. Messieurs, pour terminer sur cette rencontre, en tout cas pour terminer de mon côté, dans les questions que j'avais à vous poser, j'aimerais juste, au début de l'émission, je disais que les choix de Digard, on n'allait pas y revenir et qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Je vais me répéter, hein, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent à chaque émission. Je les remercie de leur fidélité naturellement, mais ils vont sûrement penser que je vieillis et que je radote. Mais encore une fois, je voudrais parler des rentrants et des non-rentrants. On a dit ce qu'on avait à dire sur Jean-Claire Todibo et encore une fois, c'est pas une remise en question de tout ce qu'il a apporté à l'OGC Nice et de ce qu'il continue à nous apporter. Et on l'espère une saison supplémentaire, même si on n'y croit pas nécessairement. Pareil pour Kefren Turam, hein, dont on n'a pas encore parlé. On en parlera peut-être quand on ouvrira nos dossiers sur la fin de notre analyse du match. Mais on est content de voir Badreddine Bouanani et Reda Belayan qui apportent un peu d'insouciance, un peu de fraîcheur, parce qu'on les a moins vus et ils ont peut-être plus envie et ils ont des choses à prouver contrairement à d'autres. Et du coup, ils en font plus et c'est eux qui dynamitent un tout petit peu, en tout cas, le jeu de l'OGC Nice. Et quand on voit un Kefren Turam qui en a plein la tête, plein les pattes et qui lui aussi se projette sur son avenir, quand on voit un Jean-Claire Todibo qui a quand même un coup de moins bien. Et pourtant, on voit toujours un Mattia Vitti ou un Alexis Beka sur le banc. Je veux dire, il reste 3 matchs, il n'y a vraiment plus aucun enjeu. Ça fait plusieurs semaines qu'on le répète, hein, encore une fois. Ces joueurs-là, on ne connaît pas leur avenir à l'OGC Nice et peut-être que eux non plus. Le message qu'on leur envoie est quand même relativement catastrophique en plus de ça pour leur perspective de temps de jeu, même si avec un nouvel entraîneur, la donne pourrait changer. Mais là, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, alors peut-être qu'avec la blessure de Kefren Turam en fonction de sa durée, on verra peut-être avec Sibeka Beka, mais qu'est-ce qui empêche Didier Digard de faire jouer ces joueurs-là et même pourquoi pas un BKBK à la place d'un Pablo Rosario? On sait que c'est pas exactement le même profil, mais je pense qu'associé à un Kefren Turam et un Hicham Boudaoui, les trois arriveraient quand même globalement à se partager les tâches au milieu de terrain. Enfin voilà, moi je reste perplexe et ça sera peut-être ce qui fera office de dossier sur cette rencontre-là, de dire que le turnover il concerne certains joueurs et notamment Badreddine Bouanani, et c'est mérité vu en plus les performances sportives qu'il aligne ces dernières semaines. Mais là vraiment, c'est peut-être le moment de donner quelques minutes à des joueurs dont on s'est quand même globalement un peu moqué ou qu'on a snobé depuis leur arrivée cet été. Ouais, c'est très très compliqué à dire et moi je trouve que c'est dommage justement hier quand on a su que Aaron Ramsey était blessé, j'attendais de voir qui allait prendre sa place au milieu et honnêtement moi j'espérais voir soit Alexis Beka soit Reda Belayan dès le début du match. Bon, on a eu Pablo Rosario et après en fait on a vu que ce changement tactique en passant à 3 derrière, bon ça explique en partie on va dire sa titularisation parce que c'est le seul de nos milieux qui peut jouer comme ça en défense. Mais justement, moi je comprends pas pourquoi tu vois que. Enfin, cette équipe, on connaît ses défauts. C'est toujours les mêmes choses. On produit toujours quasiment ces mêmes matchs vraiment pas beaux à voir.
pourquoi on n'essaie pas de changer en fait? Pourquoi on n'essaie pas de à minima donner au moins une mi-temps par exemple à Alexis Beka? Pourquoi on fait rentrer Ross Barkley qui à chaque fois fait des entrées pas bonnes, hein, il faut le dire, et c'est pas bon. Et puis il n'y a aucun Pourquoi on doute fait sur le fait pas que rentrer Ross Barkley va quitter l'OGC Nice dans 3 Voilà, semaines en je plus, pense tu que vois. Donc, voilà, je comprends pas trop pourquoi le enfin, faire j'ose jouer espérer. lui. Et donc voilà, pourquoi ne pas donner plus de temps de jeu à Beka, à Mattia Vitti. Enfin, pour moi, ça veut dire que ces joueurs-là, en fait, on compte pas sur eux. On les fait jamais jouer. Donc je trouve ça très dommage parce que bon, Beka, bon, à chaque fois qu'il a joué, c'était pas incroyable, mais c'était quand même loin d'être mauvais. Et les fois où il a dépanné latéral droit, c'était quand même plutôt satisfaisant, on va dire. Donc ça aurait été bien de le voir justement comme Badrini Bonani sur la droite, ça aurait été bien de voir Beka justement dans ce milieu à 3. Et bon, moi, ce qui me dérange au-delà du choix des hommes en plus, enfin, c'est un dû le choix des hommes, mais c'est que qu'est-ce que tu vas espérer de toute façon avec un milieu à 3 Rosario, Thuram, Boudaoui? Tu sais très bien que c'est un milieu qui est absolument pas complémentaire, t'as aucune créativité, et tu sais très bien que justement tu vas pas avoir de complémentarité entre les trois, donc qu'est-ce que t'espères? Et donc, du coup, hier, on a eu de toute façon un match où les seules actions vraiment qu'on a eues, c'était des transversales de Dante face à un bloc strasbourgeois qui était bas. Donc ben voilà. Et enfin en fait j'ai l'impression qu'on apprend, on va y revenir d'ailleurs après avec le club plus généralement et nos actionnaires, mais en fait on est tout le temps dans le même cycle, on n'apprend jamais de nos erreurs. Donc enfin on met tout le temps la même équipe, on a tout le temps les mêmes défauts, mais on continue. Donc soit, hein, je sais pas où on va, mais on y va. Bertigno sur voilà, cette absence de turnover, et je te laisse également la main sur les entrées, les retours de blessures. Alors Youssef Attal, on l'avait déjà un peu vu, mais du coup cette fin de rencontre de l'international algérien et le retour de Sofiane Diop, évidemment, qui fait plaisir à voir, même si c'est peut-être un peu tard pour lui également pour peser dans cette saison. Ouais, mais les choix, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, est-ce que Vici et Beka, on compte toujours dessus pour la saison prochaine? J'ai mis un doute. Est-ce que Après, leur je attitude suis aux désolé, je te coupe, entraînements, elle mais est bonne? de toute façon, on ne compte pas sur Ross Barkley et Pablo Rosario pour la saison prochaine, a priori. Donc, enfin, C'est pour ça. même si tu comptes pas sur eux, c'est peut-être le seul moyen que tu as d'essayer de les valoriser un peu pour le mercato. Même si tu es dans l'idée de les vendre parce que Ghisolfi a une autre idée de l'effectif, c'est possible et pourquoi pas. Mais en les laissant au bout du banc, qu'est-ce que tu veux leur offrir comme perspective de sortie? Bah, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai l'impression que Digard, il veut aligner un petit peu, on va dire, l'équipe type jusqu'à la fin pour pas fausser les derniers matchs. Mais en même temps, quand on voit le niveau des titulaires, on peut s'interroger sur pourquoi il n'y a pas de changement. Parce qu'il y en a quand même certains, enfin même une bonne partie qui n'apportent pas grand-chose. Donc non, j'ai du mal à comprendre et à lire un petit peu la stratégie qu'on a sur cette fin de saison où on n'a plus rien à jouer. Alors que Buonanni et Belayan jouent, c'est bien, c'est une bonne chose et ils le méritent et ils le prouvent quand ils jouent en plus. Mais voilà, Viti, Beka, c'est des joueurs qu'on devrait voir plus en tout cas et c'est pas le cas. Donc je j'ai pas l'explication, mais c'est vrai que ça m'intrigue aussi. Et concernant les entrants hier, Youssef Attal, son entrée, elle a apporté un petit peu plus de verticalité, un peu plus de danger offensif, mais quand même des mauvais choix. J'ai le souvenir de l'action où au lieu de se centrer pour la board seul au second poteau, il tente une frappe fort au premier poteau. Voilà, il y a eu des mauvais choix, mais c'est dommage parce qu'on voit quand même que c'est un joueur qui amène du danger par ses prises de balles et sa vitesse. Donc voilà, et puis Sofiane Diop, on l'a senti de retour, mais tranquille, sans forcer non plus. Très peu de prise de risque dans ses dribbles ou dans ses passes, donc apport limité. Mais bon, après une blessure au genou comme il a eu, je m'attendais à rien de spécial de sa part, en tout cas sur le match d'hier. Ouais, vaut mieux qu'ils finissent la saison en se remettant un peu en forme, qu'ils partent en vacances et qu'ils profitent de la préparation physique estivale pour se retaper, histoire voilà, de revenir en forme pour la saison prochaine. Parce qu'on comptera sur Sofiane Diop, on le disait en début de saison qu'il y avait quand même un OGC Nice avec et sans lui. C'est dommage de ne pas l'avoir vu davantage sur cette phase retour, même si pendant quelques semaines, on avait bien pris le relais, bien pris le tempo sans lui. Jérémy, je te propose de conclure sur cette... bon, et Bertigno, évidemment, après, si vous avez quelque chose à ajouter sur cette rencontre, avant qu'on passe un peu au climat autour du club, et je pense que c'est ce qu'on aura de plus intéressant à dire dans les dernières semaines, les 3 semaines avant la fin de la saison. Un joueur dont on aurait oublié de parler, ou en tout cas un joueur dont on aurait dû parler sur cette rencontre, ou autre chose par rapport à ce match face à Strasbourg.
Peut-être pas un joueur, j'aimerais juste parler un peu de Didier Digard, qui n'empêche fait ce qu'il peut, ça va faire le lien avec ce dont on va parler ensuite, mais qui fait quand même ce qu'il peut avec le peu d'expérience qu'il a en tant qu'entraîneur numéro un. Alors il a fait des mauvais choix, notamment contre Bâle, mais et des fois on l'a critiqué. Moi j'aimerais quand même juste un peu prendre sa défense aujourd'hui et lui, pas le rendre hommage, mais un peu essayer de l'aider, quoi, parce que je trouve que dans le contexte dans lequel il entraîne pour sa première, c'est quand même très compliqué. Il fait ce qu'il peut et on l'a vu très tendu hier, notamment sur le banc, où il a essayé à chaque fois de remobiliser tout le monde. Hier, c'est le seul avec Dante qui allait devant les supporters qui sont allés à la Méno. Donc bon, il est là, il aime le club, il fait tout ce qu'il peut, dans le contexte très compliqué. Donc bon, je force à lui en tout cas, parce que c'est pas facile. Bertigno. Bah, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jérémy déjà, et puis moi j'aimerais parler un peu de Terem Moffi, qu'on a senti totalement esselé, totalement en difficulté, qui, quand il avait le ballon dans les pieds déjà pour se sortir du marquage adverse, et puis même dans les duels, il était souvent en retard, souvent à contre-temps. J'ai pas envie de l'incriminer parce qu'il n'est pas plus mauvais que le reste de l'équipe, mais c'est vrai qu'on peut en attendre un petit peu plus dans le jeu. Alors j'espère que la saison prochaine, on lui trouvera des éléments offensifs pour l'accompagner et lui donner des bons ballons. Mais depuis quelques matchs, c'est quand même un petit peu insuffisant dans le jeu en tout cas. On est en droit d'attendre un petit peu plus avec ce qu'on a vu de lui à Lorient, dans les prises de balles, dans les passes, dans les duels. Voilà, je trouve que c'était assez marquant comme il s'est fait dominer toute la rencontre hier. Heureusement qu'il stat, bon pas sur le match d'hier forcément, mais c'est vrai que dans le jeu, on sent que c'est un recrutement qui a été fait en cours de saison avec une équipe autour de lui qui n'est pas nécessairement celle qui est adaptée à son jeu. On verra la patte Ghisolfi ou pas, et on va y venir sur le mercato d'été pour essayer de le mettre dans les meilleures dispositions. Messieurs, je vous propose de clôturer ce match face à Strasbourg. Alors bon, on aurait pu encore parler de bien d'autres choses, hein, des autres entrants, des statistiques où en finale Strasbourg, en ayant joué 2 fois moins que nous quasiment, tire plus au but et nous bat 2-0. Mais bon, je pense que là on en est à un moment de la saison où parler du jeu il faut, puisque on regarde les matchs et que c'est malgré tout ça qui est intéressant à l'OGC Nice, c'est le football, même s'il y a le folklore tout autour. Mais bon voilà, là on est aussi nous arrivés au bout de ce qu'on avait à dire, et de toute façon l'enjeu maintenant est tellement nul qu'on ne va peut-être pas se matrixer le cerveau pour décortiquer ça jusqu'à l'os. On en a parlé de toute façon en filigrane, hein, en fil rouge, déjà ces dernières semaines, et puis même tout au long de cette émission, sur l'impact de l'atmosphère de l'OGC Nice sur les joueurs et sur nous, supporters en premier lieu aussi, évidemment. Alors, on vous invite à lire les articles de l'équipe de Nice Matin, et notamment celui d'aujourd'hui également, et de Foot Mercato, pardon, qui est paru hier. Donc bon, on va pas vous les lire, mais on va un peu vous les résumer et vous donner notre avis là-dessus. Bon, l'OGC Nice aujourd'hui est de toute façon suspendu au rachat de Manchester United par Ineos. Alors bon, je pense que vous suivez ce feuilleton via les réseaux sociaux, via vos émissions préférées, via la presse, et chaque jour une nouvelle information. Là du coup je regardais pendant l'émission mes notifications, et bien apparemment on se demande si aujourd'hui dans la presse britannique, et notamment dans le Mail, qui est quand même un journal plutôt censé être sérieux, si les rumeurs de prise de priorité, on va dire, par Jim Ratcliffe ne serait pas en fait un coup de bluff pour faire monter les offres des autres prétendants au trône de Manchester. Donc bon, on est de toute façon suspendu à ce grand jeu de poker menteur. Nous, supporters niçois, de toute façon, on se souvient de l'époque de notre propre rachat. On sait que tout et n'importe quoi se dit, et que on attendra la dernière décision. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'OGC Nice est dans un certain stand-by, puisque, comme le disait Nice Matin, il se passe pas grand-chose. Niveau décideur, c'est un peu la perplexité au club, et on y viendra en détail, mais tant que Manchester, en fait, que ce dossier-là n'a pas été résolu, et on espère une réponse courant du mois de mai, mais on dit ça tous les mois depuis
depuis février, l'OGC Nice est un peu bloqué et j'ai envie de vous poser un peu de but en blanc la première question. Si avant même le rachat de Manchester United, ça a un tel impact sur l'avenir de l'OGC Nice, que ce soit opérationnel et puis sur des chantiers très pressés comme le nouvel entraîneur, est-ce que ce n'est pas aussi de mauvais augure pour le cas de figure où effectivement Manchester United serait racheté par Ineos? On sent déjà qu'on passe au second plan alors que Manchester n'a même pas rejoint la Galaxy Ineos. Ouais, moi je suis très inquiet. Alors pas que depuis hier, ça fait 2-3 semaines qu'en fait je me pose des questions. Et notamment, c'est pour ça que je vous ai posé en off la question de savoir si vous étiez pour continuer ou pas avec Didi Digard, notamment la saison prochaine, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment aucune décision qui a été prise, et moi je pensais que justement ça travaillait au club pour trouver le prochain entraîneur, mais que justement c'était pas déjà acté, mais que c'était bien avancé. Et bon, on n'avait pas trop de rumeurs, on va dire, avancées, on a quelques noms qui sont sortis. Et moi, ce qui m'inquiétait, c'est que justement, aucune décision n'était vraiment prise. Et là, en plus, on apprend encore une fois que justement, on a l'impression de revivre le même cycle que les années précédentes, c'est-à-dire on a un directeur sportif, on a un directeur général. Moi, j'étais très content quand Fabrice Boquet et Florent Ghisolfi sont arrivés parce que je me suis dit, on a enfin compris Ineos a enfin compris les erreurs en termes de management, on va dire. On a Ils vont enfin le laisser, fameux voilà. organigramme qu'on a tant Voilà, attendu. on a un organigramme, on va pouvoir travailler sereinement. Et eux, généralement, quand tu mets des gens à ces postes-là, tu les laisses travailler. Et après, je sais pas, par exemple, toutes les saisons, toutes les fins de saison, tu fais le point avec eux pour voir si tu as atteint les objectifs ou pas. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et ça a pas l'air d'être comme ça. Enfin, tu nommes des gens à certains postes. Et en fait, tu ne les laisses pas travailler. J'ai un peu de mal à comprendre le concept. C'est un concept apparemment, mais j'ai du mal à le comprendre. Donc, moi j'ai été surpris de voir par exemple que Dave Braceford est encore pas dans les affaires du club, mais encore là à donner lui ses choix et à essayer de dire ce qu'il veut lui et d'imposer ses choix. Donc j'ai un peu de mal à le comprendre. Donc ce qui me gêne, c'est que déjà on a ce rachat de Manchester United qui nous bloque un peu tout, et pour moi ça ne devrait pas tout bloquer. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était ok, Ineos s'est occupé à racheter Manchester United. Donc, tu dis à Florent Ghisolfi, à Fabrice Boquet, on vous laisse les rênes du club, au moins pour cet été. On vous donne, je sais pas, tel budget transfert et vous gérez le club. Hein. Enfin, on vous C'est a donné pourquoi ces ils ont été postes, voilà. embauchés. C'est Après, ça, encore une fois. c'est ça. On vous a donné les rênes du club parce qu'on vous a donné ces postes-là, ces rôles-là. Justement, c'est pour que vous puissiez travailler et diriger le club, en fait. Donc, voilà. Et donc du coup là on est dans le pire cas, c'est-à-dire qu'en fait à la fois ils veulent racheter Manchester United sans trop s'occuper de Nice, mais ils donnent quand même des sortes de conseils à Nice en empêchant les gens à Nice de travailler. C'est quoi cette gestion quoi? Pour moi c'est inconcevable. Et je commence vraiment à me poser la question, c'est Pancho qui disait ce matin sur Twitter, je suis en train de me dire, mais en fait racheter Manchester United, faites ce que vous voulez de Manchester United, et en fait laissez nos dirigeants travailler à Nice en fait. Voilà, comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe à Nice de temps en temps, venez aller à Anse Rivera si vous voulez, je sais pas, voir des matchs, mais en fait laissez nos dirigeants que vous avez nommés vous-même travailler. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce concept-là en tout cas, et c'est ce qui me dérange, et honnêtement ça m'inquiète énormément de voir qu'on en est là à un mois du mercato d'été. Je suis très inquiet pour la saison prochaine en tout cas. Ce qui fait un peu écho à la situation de Lausanne, qui finalement se porte beaucoup mieux et rejoue la montée depuis que Souleymane Cissé et Bob Radcliffe notamment ont été débarqués et qu'ils ont récupéré une certaine autonomie dans leur direction sportive et dans leur choix. Alors on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à parler de club satellite. On verra s'il y a rachat de Manchester United, on verra comment ça s'organise avec la fameuse présentation du projet du mois de février. Bon, on est mi-mai, mais on n'a peut-être pas compris quel février de quelle année en tout cas. Mais Bertigno, là on est effectivement, comme disait Jérémy, un peu perplexe de se dire, on a l'impression de retomber dans les mêmes travers que la saison dernière, où on avait eu Braceford qui apportait un peu ses idées, Jean-Pierre River là qui serait peut-être remplacé par dans ce rôle-là en tout cas, peut-être pas comme président, mais dans le rôle
de directeur général ou je ne sais quoi qui apporte également ces idées-là, le directeur sportif qui essaie de travailler, mais on lui dit oui, on lui dit non sur certaines pistes, un peu comme on l'a fait avec Julien Fournier. Il n'y a pas encore Yen Moody qui s'est rajouté dans l'équation, mais ça ressemble quand même, en tout cas sur ce qu'on apprend ces dernières semaines, et peut-être qu'on dramatise et qu'on se rendra compte que la machine tourne beaucoup mieux que l'année dernière, mais les premiers échos qu'on a sur la gestion du mercato estival et du dossier du nouvel entraîneur, ça fait malheureusement écho, en tout cas ça ressemble beaucoup à une période qu'on espérait ne plus jamais vivre avec la nomination de cet organigramme. Ouais, mais ce que Jérémy a dit, c'est très vrai sur toute la longueur, mais ça montre encore l'incompétence totale d'Ineos dans le monde du football. Jim Ratcliffe et Dave Brailsford qui veulent prendre leurs décisions eux-mêmes, conseiller eux-mêmes des choses alors qu'ils n'y connaissent absolument rien au monde du football. C'est de l'incompétence totale et puis c'est encore pire même que la saison passée parce que là tu as engagé des gens pour s'occuper de cette partie sportive. Tout le monde était content parce qu'on se disait ça y est, on a enfin une structure, on a enfin quelque chose de bien défini et puis au final ces gens-là tu ne les laisses pas travailler en autonomie comme le club devrait le faire et c'est encore plus grave. En fait ça montre vraiment une vraie incompétence et le désir de tout contrôler de la part d'Ineos et de ses dirigeants. Donc c'est un vrai problème, un vrai problème qui se présente face à nous. Commençons peut-être par le dossier du nouvel entraîneur, messieurs, parce que c'est le plus urgent et je pense que c'est ce qu'on attend le plus, mais on aura 2-3 petits trucs quand même à vous dire sur le mercato juste après. Nouvel entraîneur, vous avez forcément entendu les noms, que ce soit Gallardo, Lebris, Graham Potter, notamment en dernier lieu que Dave Brailsford envisagerait. Thiago Motta également, qui serait dans un coin de la tête de Jean-Claude Blanc, même si Thiago Motta, je pense, va attendre de savoir s'il y a une place au Paris Saint-Germain avant éventuellement d'étudier d'autres pistes. Alors, ne crachons pas dans la soupe, dans l'absolu, ce sont des idées, des pistes qui se défendent. On a chacun notre préférence après personnelle, mais on voit l'idée, en tout cas, à chaque fois derrière ces entraîneurs-là. Mais effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que chacun arrive avec son nom. On ne sait pas qui va prendre la décision in fine, qui va imposer son choix aux autres. Et d'ailleurs, sans trahir un méga secret, il y a un des entraîneurs candidats qui a été contacté par l'OGC Nice et qui a posé assez ouvertement la question à notre directeur sportif en lui demandant oui d'accord, moi je veux bien venir à l'OGC Nice, mais est-ce que vous êtes capable de me dire qui est le décideur dans ce club? Donc en plus c'est même pas une lubie de nous supporters, c'est que les personnes dans le milieu du foot et des personnes autrement plus compétentes que nous voient déjà ce bordel ambiance, ce flou artistique de l'extérieur et je vais pas dire que ça les rebute parce qu'on ne sait pas ce qu'on a répondu à cette personne-là, en tout cas moi je ne le sais pas et on ne sait pas si ça va être éliminatoire pour son arrivée au gym, mais en tout cas c'est l'image que dégage le projet Ineos à ses potentiels futurs collaborateurs. Donc autant un joueur, de toute façon tu lui files le salaire qu'il veut, il viendra, mais un entraîneur qui a besoin de savoir qui va aider à faire son mercato, avec qui il va travailler au quotidien, est-ce qu'il va avoir la main sur le choix de ses joueurs, ça fait un peu écho à la situation de Lucien Favre, sans le dédouaner de ses propres erreurs. Je vous entends déjà crier en écoutant ce podcast, mais en tout cas on voit que les entraîneurs ont peut-être pas très envie de connaître la même situation, même de Christophe Galtier également, pour qui ça a été compliqué pendant le mercato, et puis de Lucien Favre l'été dernier. Tout ça pour en venir à la question suivante, messieurs. Parmi les entraîneurs envisagés, il y a forcément des noms qui sont séduisants. Par contre, en termes de standing, d'ambition, on sait que le projet Ineos, on nous promet tous les ans que ça y est, l'année prochaine, ça va être le vrai démarrage du projet, avec la nomination de l'organigramme. On s'attendait à ce qu'effectivement, on avait la structure, on avait toutes les clés pour ça. Est-ce que ces noms, alors pas besoin de faire une revue individuelle, mais est-ce que vous pensez que ces noms sont aujourd'hui en phase avec l'ambition du club? Et à l'inverse, est-ce que vous pensez, si ces noms ne sont pas très ambitieux à votre goût, qu'on peut faire mieux aujourd'hui dans un club qui ne dégage pas une image super sereine et super sexy, n'a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine et va terminer probablement la saison entre la 8e et la 10e place? Potentiellement, moi, les trois noms, c'est vrai qu'on en a eu quelques-uns, mais il y en a trois qui me semblaient bien. On a parlé de Frank Hayes à un moment donné. Bon, je pense que
Enfin, je vais pas dire pourquoi, hein, mais pour son travail à Lens, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il y avait Paulo Fonseca, je crois qu'on a eu une fois la rumeur, je pense que ça aurait été bien aussi, mais ces deux entraîneurs, je vois pas pourquoi ils viendraient chez nous. Et bon, Graham Potter, qui est quand même peut-être le nom qui me convainc le plus, on va dire. Et je pense que vu qu'il est libre actuellement, ce serait peut-être l'entraîneur le plus facile peut-être à faire venir. Après, il faut lui montrer un projet et essayer cette fois, pas comme avec Lucien Favre par exemple, de promettre des choses et après de ne rien faire derrière, ça serait pas mal. Mais justement, ça serait, je pense, en phase avec les ambitions, peut-être l'entraîneur qui peut convaincre tout le monde au club, qui peut satisfaire tout le monde en termes de nom, mais en termes de profil. Donc ça serait pas mal, je pense qu'il puisse venir. Il a fait un très bon travail à Brighton. Moi, ce qui s'est passé à Chelsea, je le prends pas en compte vu ce qui s'est passé à Chelsea cette année. Je pense pas qu'il ait pu faire grand-chose malheureusement là-bas. Mais il a prouvé que c'était un très bon entraîneur qui a quand même de très belles idées. Donc je pense que voilà, Graham Potter, moi, c'est le nom actuellement qui me satisferait le plus et aussi l'entraîneur que je verrais le plus potentiellement venir parce que comme j'ai dit, il est libre. Et les autres entraîneurs qu'on a en ligne de mire, bon, on a aussi Thiago Motta, ça serait pourquoi pas mal, mais bon voilà, il attend plus le PSG, donc j'ai pas trop envie qu'on attende un entraîneur et qu'on soit le plan B en fait. Donc voilà, pour l'instant, Graham Potter, apparemment, je sais pas s'il y a d'autres clubs qui sont intéressés pour le faire venir, mais c'est peut-être le meilleur choix pour moi. Ouais, pour moi, c'est. Genre, les noms, il y en a beaucoup qui sont sortis. Globalement, les profils sont assez séduisants, mais c'est vrai que, enfin, moi, j'attends surtout de voir bah, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'entraîneur qu'on va avoir, quoi. C'est très bien d'avoir des entraîneurs avec une philosophie de jeu, avec bah, certains principes bien définis, mais si on leur apporte pas les joueurs dont ils ont besoin, les profils correspondants, si on travaille pas main dans la main entre directeur sportif, directeur général, entraîneur et dirigeant, bah, ça mènera un petit peu nulle part, je pense. Donc, peu importe le nom, moi, ce que j'espère surtout, c'est que voilà, il y ait une vraie cohérence et une vraie ligne directrice dans ce club. Et pour le moment, c'est assez mal engagé. Et comme tu disais, Sky, sans Coupe d'Europe, quand on voit un petit peu le bordel qu'il y a au club en termes de gestion, bah, ce sera difficile de faire venir certains noms. Donc je sais pas comment on va se montrer convaincant. Et je sais pas où ça va nous mener non plus, mais voilà, j'espère un entraîneur qui soit en phase avec son directeur sportif, les joueurs et les dirigeants. Je prends un exemple parce que malheureusement, on ne se délecte pas de cette situation, bien au contraire. On espérait que enfin ce projet aille dans le bon sens ou qu'en tout cas tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions possibles et qu'après ce soit la loi du sport qui puisse décider. Mais un exemple pour nos auditeurs de cette situation un peu délicate. Alors, on va tempérer ça en disant qu'il y en a dans tous les clubs. Je ne pense pas que ça existe un club où le directeur sportif ou alors l'entraîneur décide de 100% des choses. Il y a toujours des compromis. Mais là, c'est même pas vraiment la culture du compromis qui se développe au club, puisque prenons l'exemple d'Aaron Ramsey. Donc Aaron Ramsey, l'équipe, il y a plusieurs semaines, nous révélait que de toute façon, il y avait cette prolongation d'1 an automatique avec le nombre de matchs joués. Il y a une discussion pour une deuxième année pour lier Aaron Ramsey à l'OGC jusqu'à 2025, ce qui en fait est une décision d'Ineos et probablement de Dave Brailsford qui l'a fait venir, en dépit de l'avis d'un Florent Ghisolfi qui, lui, n'était pas spécialement pour. Alors, autant l'option automatique, il n'y peut rien, mais lui proposer cette deuxième année. Et tout ça, on le fait avant même d'avoir un entraîneur qui, peut-être, lui, n'en aura rien à foutre d'Aaron Ramsey en plus. Donc, en fait, tu as déjà le propriétaire qui décide quelque chose sans trop l'aval ou en tout cas sans l'assentiment du directeur sportif. Et tout ça se fait en amont de l'arrivée de l'entraîneur qui pourrait quand même, sur des joueurs où justement ils sont pas en fin de contrat, mais en tout cas leur avenir se décide là dans cette période où l'entraîneur devait arriver, tu ne le consultes même pas. Donc en fait, tu ne sais pas si le prochain entraîneur, par exemple, voudra d'un Aaron Ramsey. Si jamais tu lui proposes 2 ans de plus, est-ce que si l'entraîneur ne compte pas sur lui, est-ce que tu vas pas avoir un boulet ou en tout cas un lofter pendant 2 ans? Et en fait, ce n'est quasiment que des décisions de ce genre-là en ce moment au club, de savoir en fait, il y a des décisions qui sont prises tout en haut, qui sont imposées au reste du club, qui doit composer avec et qui n'a pas forcément les moyens du coup de développer un peu ce qu'ils veulent.
On le lit encore dans Nice Matin aujourd'hui, et on entendait Didier Digard le dire hier au micro d'Amazon Prime encore une fois, c'est-à-dire on est obligé de composer avec, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas un poids sur les esprits des joueurs, du staff, et on n'a pas le plaisir de les connaître et de vivre avec eux au quotidien, mais je suis sûr que les salariés du club se disent, en même temps, nous, si on n'a pas de ligne directrice, ou si on ne sait pas si notre travail va être avalisé, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Mais enfin, c'est un peu ce flou-là qui règne, et en espérant ne pas pourrir dès le début la prochaine saison comme on a pu le faire avec la saison actuelle, ce serait bien qu'il y ait que tout soit mis au clair assez rapidement. Messieurs, je vous propose peut-être de terminer cette émission. On aura l'occasion de reparler de tout ça, hein, de toute façon, courant du mois de juin. On espère qu'il y aura rapidement des nouvelles, et des bonnes nouvelles, si possible, du côté de l'OGC Nice. On va retourner au stade déjà, de toute façon, pour la prochaine semaine, la réception des vainqueurs de la Coupe de France du Toulouse FC. Et puis après, ce sera, comme je le disais, déplacement à Montpellier, réception de Lyon, en espérant finir la saison le moins salement possible pour envoyer les signaux les plus positifs pour la saison prochaine. Jérémy Bertino, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve de toute façon sur toutes les plateformes, hein, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, nous lâcher 5 étoiles si vous avez aimé cette émission, ça nous fait plaisir. Et puis nous, on prépare la saison prochaine déjà de toute façon, donc on prend toute critique, tout constructive, tout du moins, afin de vous satisfaire au mieux. L'année prochaine, une saison, encore une fois, de transition. Messieurs, merci beaucoup, à bientôt, et Issa Nissa. Issa Nissa.